58%. Pour 58% des personnes interrogées, l'islamo-gauchisme correspond à un courant répandu en France. Et puis pour 69% des personnes sondées, ces personnes estiment qu'une enquête au sein des universités est donc justifiée. La ministre a raison. Mais non, mais c'est-à-dire que si effectivement ça n'avait aucune réalité, bah, ils auraient laissé passer. Voilà, c'est un mot parmi un autre. Bon, là, en l'occurrence, comme ils ont tous fait une levée de bouclier, si vous voulez, ça veut dire qu'elle a touché quelque chose de très sensible. Elle a appuyé là où ça fait mal. Elle a dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Voilà, le fait qu'elle confie cette mission au CNRS, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, parce que le CNRS lui-même est infesté par cette idéologie. Bon, donc je ne vois pas très bien quel résultat ça va avoir. Et moi, effectivement, je m'étonne que le terme islamo-gauchisme provoque un tel tollé, alors même que, effectivement, les mots comme populisme, fachosphère, extrême droite ou réactionnaire, là, ça passe crème. C'était utilisé tous les jours et effectivement, personne ne dit rien, y compris au sein de l'université. Donc moi, j'en conclus, si vous voulez, qu'à l'université, et d'ailleurs de manière générale au gouvernement et dans les élites intellectuelles, on préfère agiter des épées en bois contre une extrême droite fantasmagorique qu'on entretient dans un imaginaire pour se draper des oripeaux de l'antifascisme, pour mieux éviter effectivement de s'attaquer au véritable problème, à quelque chose qui existe véritablement, qui est porté par un mouvement politique en France, la France insoumise et la gauche kébabiste de Benoît Hamon, et qui a des relais kébabistes. Ah, ça, j'avais jamais entendu ça. Et effectivement, qui ont cette gauche à la fois kébabiste et insoumise a de puissants relais à l'université. D'accord, beaucoup des professeurs d'université sont dans cette tendance et effectivement font vivre l'islamo-gauchisme. Juste un dernier petit mot. Alors, oui. Je m'étonne aussi que tous ces gens qui aujourd'hui vous parlent de macartisme, vous parlent de censure, etc., de chasse aux sorcières, ça ne les dérange absolument pas qu'il y ait des collectifs d'étudiants, parmi lesquels l'UNEF, qui font des ateliers racisés, auxquels des gens comme moi peuvent participer, mais pas vous parce que vous êtes blanc. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne que qu'une grande philosophe comme Sylvia Agacinski ne fasse pas de conférence parce qu'elle a des thèses qui déplaisent. Là, ça embête absolument personne. Donc le macartisme, il n'est pas là où on croit. La situation, elle s'est aggravée en 10 ans. Bah, je pense que, en fait, c'est pas le premier, non. Oui. Mais il rappelait aujourd'hui que c'est-à-dire que l'autosatisfaction, on connaît ça en politique. Historiquement, l'université française a toujours été le réceptacle d'idéologies, on va dire extrémistes, mais surtout d'extrême gauche. Fut un temps où le maoïsme était très bien porté à l'université française, où même le stalinisme était encensé et où on regardait avec beaucoup d'admiration la révolution castriste, y compris avec les millions de morts, etc. Ça gênait personne. La seule nouveauté aujourd'hui avec l'islamo-gauchisme, c'est qu'à l'époque, les idéologies que je viens de citer n'avaient aucun relais populaire. C'était confiné dans les universités. Le communisme Non, n'avait aucun relais populaire. Le maoïsme, etc. C'était voilà, le maoïsme, le castrisme, etc. n'avait pas de véritable relais dans la société. La différence aujourd'hui, c'est que l'islamo-gauchisme, effectivement, a je dis populaire. J'ai pas dit intellectuel, mais aujourd'hui, le Parti communiste, c'était pas seulement un parti populaire. Aujourd'hui, l'islamo-gauchisme, si vous voulez, en tout cas, cet islamo-gauchisme qui est à l'université, peut s'appuyer sur effectivement une masse d'immigration arabo-afro-musulmane auprès de qui ces thèses sont effectivement très populaires pour le coup. Voilà. Vous faites sourire Frédéric Durand. À force d'expliquer, parce qu'ils s'intéressent pas à ça, les immigrés. Bien sûr que si. À force d'expliquer les enfants d'immigrés, en tout cas, à force de leur expliquer. Ça c'est autre chose. Ils sont à force d'expliquer que les blancs ont été des pourritures et que la France a été un pays abominable, effectivement, l'islamo-gauchisme peut avoir de véritables relais, une véritable assise dans la population et pas minoritaire. Je voudrais qu'on aborde un dernier. Écoutez, moi je trouve que le ministre, même si évidemment il doit aller dans de telles circonstances sur place, je trouve quand même qu'il manque pas de culot d'une certaine façon, parce que c'est quand même un ministre de l'Intérieur qui nous explique que jamais rien n'a à voir avec l'immigration, que ce soit le terrorisme, que ce soit la violence. Il scinde les deux. Moi je trouve que effectivement, la question que tous les Français se posent, c'est que faisait ce type sur notre territoire. La question n'est pas si ce type devait être exclu ou viré parce qu'il n'avait pas de papier, parce qu'il a été débouté, parce qu'il a commis un crime. La question, elle est à prendre en amont. Pourquoi quelqu'un comme ça est rentré sur notre territoire ? On sait très bien qu'aujourd'hui et depuis des dizaines d'années, la France a dépassé ses capacités d'accueil. L'économie française tourne au ralenti, donc l'économie et l'emploi ne sont plus des facteurs d'intégration. Nous avons des gens
qui ne sont pas intégrés, y compris d'ailleurs des gens qui ont la nationalité française et qui n'ont aucune allégeance à la France, sans parler des gens qui ne l'ont pas, la nationalité française. Donc pourquoi continue-t-on à faire rentrer des gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire? Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut très bien combattre à la fois et l'invasion migratoire et le racisme. C'est pas parce qu'on dit qu'on est contre l'immigration qu'on se voit catalogué immédiatement de raciste. Parce qu'en fait, l'invasion provoque le racisme. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple se cabre et se braque? C'est parce que justement, on laisse entrer tout le monde, ça fait un effet de masse, ça crée des problèmes qui vont jusqu'à de tels drames. Et effectivement, les Français, au bout d'un moment, même s'ils sont très accueillants, même s'ils sont très tolérants, même s'ils sont très humanistes, eh bien, il y a une forme de xénophobie qui s'installe. Donc, les pires... pas de la xénophobie, ils ne veulent pas être minoritaires chez eux. Le pire racisme consiste précisément à tenter de noyer le peuple historique français sous des vagues, un tsunami migratoire pour diluer son identité. Ça, les Français n'en veulent plus. Ce qui est complètement dingue, en fait, c'est que précisément, si on avait suivi Génération Identitaire, ce genre de fou furieux qui vient de commettre ce crime aujourd'hui ne l'aurait pas commis parce qu'il n'aurait tout simplement pas été en France. Voilà. Donc quand Génération Identitaire va défendre les frontières, c'est qu'il y a une raison. Voilà, il y a une raison pour pas accueillir effectivement. Mais il n'est pas rentré illégalement sur le territoire. Il a fait une demande d'asile. Mais peu importe. Mais vous avez plein d'autres illégaux. Le mec qui est rentré par Lampedusa, qui a fait la. Non, mais là on parle de ce cas précis. On rentre illégalement, même si on fait une demande d'asile. Le problème, c'est qu'on ne peut pas d'un côté essayer de lutter contre les crimes provenant de l'immigration de manière générale, légale ou illégale, et en même temps vouloir dissoudre une association qui précisément lutte, en tout cas tente de lutter contre l'immigration illégale. La deuxième idée que je voulais développer, c'est qui va sanctionner le juge de ce tribunal administratif qui a maintenu en France un type qui a été débouté du droit d'asile. Le problème, c'est qu'en fait, nous avons en France des juges qui ne sont comptables de rien, qui ne sont sanctionnés par personne. Mais ils appliquent la loi. On peut modifier la loi. Mais... Donc, si vous voulez, là, il y a un vrai problème. C'est pas la première fois. En l'occurrence, il y a un angle mort quand même. En l'autant sous ces arguments, mais enfin, j'essaye de me faire un peu le porte-parole du français moyen. Je dirais, lui, il n'écoute pas ses discours. Non, mais si, je le suis d'une certaine façon, parce que la plupart des Français n'entendent pas ces discours. La plupart des Français savent très bien le droit d'asile tel qu'il a été conçu historiquement ne s'applique plus du tout au cas actuel. Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir 120 000, 130 000, 140 000 personnes qui sont des persécutés de leur État, etc. On voit très bien qu'une grande majorité de ces gens-là se faufilent dans le droit d'asile parce que ce sont des immigrés économiques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la plupart des Français savent, et les migrants le savent aussi, c'est qu'une fois que vous avez mis le pied en France, vous ne pouvez plus en partir, ni même en être viré, ni même quand vous avez commis des crimes. C'est le cas de ce gars-là, c'est le gars d'autres personnes. Une fois que vous... En plus, ce gars-là est forcément clandestin, parce que quand on arrive pour demander l'asile, c'est qu'il est rentré clandestinement en France et qu'il a fait sa demande en tant que clandestin. Si on prend un peu de recul, Jean Messia, Elisabeth Lévy, et c'est un manque de moyens ou de volonté politique? Non, mais le constat que vous faites, c'est un manque de moyens ou de volonté? Non, les moyens existent, que ce soit des moyens juridiques, que ce soit des moyens sécuritaires ou policiers, ils existent. C'est un manque de volonté politique, c'est un problème idéologique, parce que nous sommes gouvernés par un système qui croit que l'immigration, de tout temps, partout et toujours, est un bienfait, quelle que soit la situation du pays, à tel point qu'être contre l'immigration fait de vous un criminel. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut arrêter l'immigration et il faut surtout qu'effectivement, soit les gens ne rentrent pas, en tout cas le moins possible, soit ceux qui sont déjà là soient mis dehors manu militari dès que leur demande a été rejetée. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est votre capacité à vous émouvoir et à faire preuve d'une magnanimité, d'un humanisme vraiment important quand il s'agit de personnes autres que des Français, quand il s'agit de migrants. Mais moi, je ne veux pas que par humanisme vis-à-vis des migrants, on déshumanise les Français. Les Français ont aussi le droit de vivre en paix chez eux, de vivre leur identité, d'accord, sans être noyés
noyés par des peuples qui cultivent des autres identités sur leur territoire. Ça, c'est autre chose. Donc votre humanisme, appliquez-le d'abord à la France avant de l'appliquer à l'autre. Benjamin a raison, il ne faut pas être naïf, il faut pas être naïf et il faut bien se dire que quand on a des régimes corrompus, ça ne sert absolument à rien, mais plutôt que de les entretenir, il vaudrait mieux lutter contre eux. Et ensuite, je maintiens, Monsieur Messia, qu'avec votre politique, ni vous ni moi ne serions là aujourd'hui, parce que c'est immigration zéro. C'est immigration zéro. Donc vous n'y seriez pas. Vous n'y seriez pas. On conclut ce sujet. Il faut viser une immigration zéro, évidemment, parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais entre 400 000 personnes par an, illégaux et zéro, avouez quand même qu'il y a des marges à C'est terminé. Immigration, vous et moi, avec une politique telle que vous la décrivez. Vous et moi serions-nous là, issus tous les deux de l'immigration. Moi, je ne suis pas dans la politique du dernier qui arrive, ferme la porte. Frédéric Durand, vous m'avez posé la question, serions-nous là, vous et moi, si effectivement les choses, enfin en tout cas la politique pour laquelle je milite avait été mise en place? Bien sûr que oui, je rebondis sur ce que disait Elisabeth, on ne peut pas comparer l'immigration qui s'est faite en France jusqu'à la fin des années 70 et l'immigration qui arrive en France à partir des années 80. L'immigration qui s'est faite en France dans les années 70 était d'abord une immigration de travail qui était pour la plupart repartait, et quand elle restait, elle était assimilée, elle devenait française. Or le problème c'est qu'à partir des années 80, ça a été le droit à la différence, ça a été le regroupement familial, il y a eu une massification de l'immigration qui rendait non seulement impossible son assimilation, mais même son intégration. Vous le reconnaissez vous-même, il y a une question économique. Tiens, c'est tempête dans un verre d'eau ou débat de société? Je pense que c'est quelque chose d'assez grave, et d'autant plus que je me souviens dans mes années d'études où il y avait une loi qui avait été votée qui était la loi Toubon. La loi du 4 août 1994, qui vise à préserver la langue française, et elle parlait même de patrimoine linguistique français qui fallait absolument sauver à tout prix. Donc moi, quand j'entends, si vous voulez, l'écriture inclusive, d'abord c'est incompréhensible, en plus d'être grotesque, et surtout, ça participe effectivement d'une entreprise de déconstruction de tout ce que fait la France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être pas sur ce plateau, mais quand on veut tuer un peuple, on commence par tuer sa langue. L'Académie française y voit d'ailleurs un péril mortel pour la langue. Pour faire le lien avec votre sujet précédent, vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines universités, il y a certains profs, lorsque votre mail n'est pas écrit en écriture inclusive, ils ne vous répondent pas. Donc après, les mêmes viennent ensuite dénoncer. Est-ce qu'il y a des mémoires? Attendez, avant d'apprendre ces conneries, on ferait mieux d'apprendre aux enfants à écrire et à parler le français correctement. Et ensuite, on verra pour les écritures déclusives et inclusives et exclusives. Mais vous êtes fasciste, vraiment. Apprendre le français correctement. Oh là là, mais quelle horreur! Dans une vie antérieure, j'ai enseigné à l'université en bac +3, bac +4, effectivement, et on lit des choses absolument invraisemblables en économie. Ah oui, c'est vrai. Depuis la nuit des temples, par exemple. Depuis la nuit des temples? Vous êtes gender Vous avez entendu, depuis la nuit des temples? Je tenais un bêtisier, on disait par exemple, j'ai lu dans une copie. Allez, concluez, s'il vous plaît. Un consommateur est pris pour un bouquet mystère. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est des fois. Ça c'est la dyslexie. Apprenons aux enfants, aux ados et aux mystère, mais étudiants ça, elle est connue, celle-là. à écrire le français avant de leur apprendre autre chose. Que quand votre vie se réduit à aller travailler et puis à rentrer chez vous pour manger et ensuite à dormir, on peut tenir quelques semaines, peut-être quelques mois, mais en fait, l'homme est un animal social. Il a besoin effectivement de sortir, il a besoin de voir d'autres personnes. Or, le problème, c'est que quand vous avez passé votre journée au boulot, vous rentrez à 18h, vous ne voyez plus rien, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller au théâtre, vous ne pouvez même pas aller en visite chez des amis pour passer du temps avec eux. Donc, effectivement, vous avez une sorte de stérilisation de la vie sociale. Alors, ça ne peut pas durer éternellement, si vous voulez. Moi, j'ai vécu dans des pays tropicaux, dans des pays en Amérique latine, en Afrique, en Asie, où il y a effectivement énormément de virus et de microbes qui traînent, mais ça n'entraîne pas un arrêt total de la vie pour autant. C'est-à-dire qu'on nous apprend effectivement entre des microbes qui traînent et une pandémie mondiale, il y a quand même une petite nuance. Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut effectivement recommencer à vivre normalement avec un respect scrupuleux des gestes barrières. Et puis surtout, là, en l'occurrence, la seule chose qui permettrait de décider définitivement, c'est une stratégie vaccinale massive
qui permettent effectivement d'avoir des centaines de milliers de personnes qui sont vaccinées chaque semaine, puisqu'ils veulent, paraît-il, vacciner la population entière avant le mois d'août. Avant la fin du mois d'août. Voilà, donc il faudrait 500 000 vaccins jour, en tout cas première dose jour pour y arriver, y compris les week-ends, ce qui n'est pas le cas. Et donc tant qu'on n'a pas effectivement ce bouclier permettant de libérer véritablement la société pour commencer à revivre normalement, on pourra décider de quoi? Décider si on va faire le couvre-feu à 20h ou à 18h, si on va peut-être confiner partiellement ou pas partiellement, ça n'a aucun sens. Il y a une chose... La parole en disant il faut encore attendre 10 jours pour que je me décide. Bon, je comprends qu'il y a une atmosphère et un environnement qui est très incertain et que l'incertitude provoque effectivement une prise de parole qui souvent est un peu vide, parce qu'en disant qu'il va décider en 10 jours, attends, pourquoi il n'a pas attendu 10 jours pour finalement décider? Pourquoi à cause de nous. Donc en fait, à cause de nous. Tous les 10 jours, 15 jours, il prend la parole pour dire c'est trop tôt pour décider, on va décider dans 10 jours. Oui, mais cher Jean, là-dessus, c'est qu'il y a une responsabilité énorme des médias. Pas en même temps. Et pour répondre à Frédéric Durand il y a un instant, effectivement, la science doute, ça j'en ai jamais douté moi-même, mais en l'occurrence, quand le pouvoir vous dit que les décisions qui sont prises non pas sur la base politique, mais sur la base de scientifiques, et je me souviens m'être fait rabrouer sur les plateaux par des gens qui disaient mais monsieur, vous n'êtes pas médecin, comment est-ce que vous pouvez avoir un avis sur ce qu'il faut faire ou pas faire? Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas professeur, vous n'êtes pas docteur, donc pourquoi vous parlez? Or, je pense que dans un pays démocratique, le politique n'est pas une caisse enregistreuse de la science. Non, mais on est d'accord. Et que donc il doit entendre le pour et le contre. Frédéric. On a des conseillers pour ça, mais in fine, et là je vous rejoins, in fine, la décision doit être politique. Moi, je pense à ces policiers là, qui vont aller faire le tour des jardins, la guerre aux pique-niqueurs à 18h05, franchement. Alors ça, Moi, je pense aussi à ces 4000 policiers qui vont se lever ce week-end pour aller faire la guerre aux pique-niqueurs à 18h. Ils préfèrent peut-être ça que les gilets jaunes. Ils préfèrent peut-être ça que de se faire agresser dans des manifs. Non, mais d'accord, enfin, moi, j'allais réagir effectivement à ça quand on mobilise autant de forces d'ordre, des milliers de forces d'ordre. 4000 en Ile-de-France ce week-end. Pourquoi ils ont des mètres pour aller vérifier que vous êtes bien à 1 mètre de distance de votre voisin, si les gens portent le masque exactement en dessous du nez ou au-dessus du nez, enfin, ça n'a pas de chance. Et donc, moi, j'ai une question à poser. On en est où des gens, des racailles qui ont essayé de tuer les policiers à Poissy, là? Les policiers, je vois pas le rapport. Quelles forces de police sont mobilisées pour les retrouver? Je veux dire, il y a des priorités. Oui, on peut imaginer que vous avez une police judiciaire notamment qui est pas là à faire un pique-nique non plus. Il y a quand même assez de... Julien Pasquet, on ne peut pas d'un côté dénoncer en permanence l'absence de moyens dans la police.